Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre débat « Les ruralités d'après au regard des transitions agricoles ». Nous échangeons ce 7 juillet 2020 dans cette vénérable bibliothèque de l'Académie d'agriculture à Paris, en plein déconfinement et avec l'espoir de voir s'accélérer la sortie du Covid sans pour autant disposer d'éléments véritablement rassurants sur la pandémie et la manière dont va se construire l'après, ce fameux après, ce monde appelé par certains de demain. Sans doute en débattrons-nous. Notre débat, animé par les intervenants et responsables que je vais vous présenter, prépare la réflexion sur un important colloque qui se tiendra le 15 octobre à Paris, consacré à l'Agora des transitions agricoles. Vaste et ambitieux sujet, par ailleurs d'une brûlante actualité, il réunira quelques-uns des plus éminents spécialistes des questions agricoles et environnementales, chercheurs, universitaires, représentants professionnels agricoles, élus, acteurs économiques, avec un triple objectif. Tout d'abord, celui de croiser les regards et de dégager ceux convergents sur les transitions agricoles. Ensuite, proposer une transition agricole dans les territoires, laquelle doit impliquer l'ensemble des agriculteurs et des acteurs économiques, certes, mais également la population. Enfin, proposer des moyens adaptés pour réaliser ces enjeux, et sans doute là, évoquerons-nous la question de l'Europe. En ce 7 juillet, Julien Denormandie succède à Didier Guillaume au ministère de l'Agriculture avec le portefeuille de l'agriculture et de l'alimentation, et Barbara Pompili a été nommée numéro 2 du gouvernement au poste de ministre de l'écologie. Convaincus que sont ici les participants que la crise actuelle offre l'opportunité d'accélérer la métamorphose du monde rural et des transitions agricoles, nous allons en effet débattre avec ces intervenants. Pour commencer, avec Philippe Tillius-Borne. Bonjour Philippe Tillius-Borne, vous êtes un homme d'entreprise visionnaire, c'est d'ailleurs le titre de l'un des ouvrages que vous avez publié. Vous êtes un spécialiste incontesté de l'agriculture, ingénieur agro. Vous avez directement participé au début des années 80 à la création de Sophie Protéol, groupe de la filière oléoprotéagineux, connu notamment pour les huiles de sieur, les œmatines ou le biocarburant d'ester, mais également beaucoup d'autres choses, et connu également pour son originalité de gouvernance. C'est un puissant groupe industriel qui est devenu Avril, il y a 5 ans, gouvernance du groupe tenue par la Fondation Avril, dont vous êtes le président, fondation reconnue d'utilité publique. Autant dire que ce monde économique de l'agriculture, vous l'avez vu changer et s'adapter déjà. Michel Ledru, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le président d'honneur de Sol et Civilisation, fondé par Raymond Lacombe au lendemain d'un fameux dimanche des Terres de France. Vous avez justement été président de Sol et Civilisation pendant 10 ans, entre son président fondateur et l'actuelle présidente Anne-Claire Vial. Vous cumulez les postes de responsabilité par le passé, ancien président de la Fédération nationale des producteurs laitiers, ancien secrétaire général adjoint de la FNSEA, ancien membre du CESE, là la vision économique bien évidemment vous nous intéresse, et depuis votre Normandie, près de la ferme de votre famille, vous portez toujours un regard sur la profession où vous êtes perçu, Michel, comme un responsable pondéré et humaniste. Votre regard éclairera donc justement cette séquence des transitions que vous avez vécue à la tête de vos responsabilités et des exploitations, la réforme de la PAC, la montée des questions environnementales, auparavant même la surproduction, et puis ce que vous avez contribué à initier au travers de Sol et Civilisation, le nouveau dialogue entre les agriculteurs et la société. Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, vous présidez et animez avec énergie l'Association nationale des nouvelles ruralités, avec la volonté de faire reconnaître le potentiel des ruralités, leurs innovations et leur créativité. Vous avez l'an dernier été l'une des 5 personnalités du monde rural désignées par le gouvernement pour formuler les propositions de l'agenda rural, mission d'ailleurs qui se poursuit, vous êtes toujours auditionné, et vous portez également le Parlement rural, créé l'an dernier en juin 2019, composé de 40 associations nationales et de 2 groupes parlementaires, 153 députés, 74 sénateurs. Rien que ça. Enfin, avec nous sur le plateau, Hervé Lebras, démographe et historien connu et reconnu, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages sur la société française, spécialiste entre autres des cartographies éclairantes ou la géographie
et d'autres sciences sociales nous permettent de mieux comprendre les fractures et projets. Vous avez, avec une préface de Philippe Tillius-Born, publié l'an dernier Métamorphose du monde rural, qui en fait pourrait être le titre et le surtitre de notre émission de ce jour, avec un sous-titre évocateur, Agriculture et agriculteurs dans la France actuelle. Et vous aviez un co-auteur qui est Bertrand Schmitt, tout aussi connu que vous, qui est directeur de recherche en économie à l'Institut national des recherches pour l'agriculture et l'environnement, l'INRAE, et dont les travaux portent, ça nous intéressera bien évidemment directement, sur les déterminants, portent notamment sur les déterminants du développement des territoires ruraux et périurbains. Excellent ouvrage que vous avez publié l'un et l'autre. À propos d'ouvrage, j'en profite pour vous dire que nous sommes aujourd'hui accueillis dans les locaux, comme je le disais, de l'Académie d'agriculture, laquelle Académie d'agriculture ne fait pas que se réunir, mais elle produit et elle va publier très prochainement, sous la direction de Michel Dron et Philippe Kim Bombled, Covid-19 et agriculture, une opportunité pour la transition agricole et alimentaire, avec une préface de Constant Lecoeur et Nadine Vivier. Cet ouvrage sera publié à l'Académie d'agriculture de France. Merci à vous tous, merci à ceux qui nous suivent en direct pour cette émission. Hervé Lebras, question de journaliste toujours sans doute trop large et trop générale. Je le disais, nous sommes le 7 juillet, nous sommes plusieurs semaines après le confinement, voire après le déconfinement. Je sais que vous, les chercheurs, vous n'aimez pas, sans éléments statistiques ni scientifiques, vous positionner, mais est-ce que vous pouvez sortir de votre réserve bien connue pour nous dire cette période, elle vous dit quoi? Elle vous enseigne quoi? D'une certaine manière, le fait du confinement, c'est l'obligation de vivre le plus localement possible dans son logement, en fait, ou bien autour de son logement. Puis, comme vous le savez, on a étendu à 100 km, donc quelque part, c'était reconnaître l'importance du local dans un grand nombre de comportements humains. Ça a été aussi, vous l'avez vu, le local s'est exprimé dans des tas de domaines sanitaires, de distribution de masques, d'aide aux malades, de tests. Donc on s'est aperçu que non seulement le local existait, mais pouvait être très utile. Alors est-ce que ça va durer? C'est ça la vraie question, parce qu'on est sur un certain enthousiasme. On a aussi vu beaucoup d'urbains quitter la ville pour s'installer, il faut le dire, souvent dans leur maison de campagne. Donc c'était quand même un milieu assez particulier. Vous ne parlez pas de migration ni de transhumance, vous? Non, là, c'est pas. Je pense que c'est relativement temporaire, parce que, comme vous le savez, malheureusement, le second stade qu'on va vivre et qu'on commence à vivre n'est pas un stade sanitaire, mais c'est un stade économique. Et à ce moment-là, il faudra bien qu'on se retrouve près de l'économie, c'est-à-dire près des sources de l'emploi. Donc il va y avoir un retour de bâton de l'État central. Il faut se méfier aussi que, historiquement, les épidémies et le contrôle des épidémies ont toujours favorisé la montée en puissance de l'État central. Donc c'est très joli d'entendre parler de décentralisation, mais on risque d'avoir des difficultés dans les mois, peut-être même dans les années à venir, parce qu'il y a eu un renforcement. Après tout, le déconfinement et le confinement, ça a été une affaire uniquement gérée de Paris. Le local n'a pas eu son mot à dire. Il y a eu juste des comités scientifiques qui ont été écoutés ou pas écoutés, mais le local n'a pas été écouté, alors qu'il aurait, même là, il aurait dû l'être, à mon avis, puisque je citais le chiffre tout à l'heure à Philippe Tillius-Born. Il y a eu 2 décès au total dans le département de l'Ariège, et il y en a eu 175 dans le département du Territoire de Belfort. Et ils ont la même population. On a effectivement vu les conflits et les accrochages entre les préfets et les élus locaux et les grands préfets de l'ARS, les représentants de l'ARS et de l'État. Dans votre ouvrage Métamorphose du monde rural, vous distinguez 2 types de métamorphoses. Alors vous resituez dans le contexte historique, vous évoquez des métamorphoses sociales et des métamorphoses spatiales. Là, nous sommes vraiment revenus directement à l'agriculture. Pourquoi, comment, en quelques mots? C'est ce qui m'a le plus frappé, à vrai dire. Les métamorphoses spatiales, on en avait déjà, au fond,
une assez bonne connaissance, mais peut-être pas assez précise. J'avais l'impression qu'au fond, l'agriculture et les agriculteurs, c'était dans les espaces les plus reculés, les moins atteints par le fameux exode rural. Or, quand on regarde actuellement où vivent les agriculteurs, ils se trouvent plutôt en assez grande majorité dans des communes qui sont en montée démographique, qui sont plutôt dans la partie de la France en termes de communes, c'est des communes de 500 à 5000 habitants. Alors, la question de la diagonale du vide, bien sûr, attire toujours, mais la diagonale du vide, c'est un résidu, et comme elle est diagonale du vide pour deux raisons. Elle est diagonale du vide parce que les densités sont très faibles, c'est les plus faibles de France, mais aussi parce qu'elle continue de se dépeupler, mais c'est pratiquement un des seuls endroits de France qui se dépeuple sur d'assez grandes surfaces. Même le centre de la Bretagne, par exemple, qui encore à une époque récente se dépeuplait beaucoup, quand on le voit, recensement après le recensement, le repeuplement se produit. Il reste maintenant une zone relativement petite, au fond, au carrefour des trois départements de Bretagne maritime qui se dépeuplent encore. Donc les agriculteurs sont maintenant dans des zones qui sont de plus en plus dynamiques. Il reste bien sûr ces agriculteurs de la diagonale du vide, mais par définition, il y en a assez peu, puisque c'est le vide, si vous voulez. Et côté social? Alors, côté social, c'est ça, je pense que c'est ce qui m'a le plus intéressé, parce qu'on peut dire, on a employé le mot métamorphose, mais il y a aussi une sorte de révolution sociale des agriculteurs, en ce sens que leur profil social, en l'espace d'à peu près 2 générations, même on dirait un peu moins, 50 ans, quand on compare les recensements, a extraordinairement changé. D'ouvriers, ils sont passés cadre sup. Ils n'étaient pas... Enfin, par exemple, une indication, là vous allez un peu vite peut-être, non, l'indication la plus forte, c'est le niveau d'éducation. Donc quand vous êtes en 1968 au recensement, vous avez seulement 5% des agriculteurs qui ont poussé plus loin que le certificat d'études. Quand vous êtes maintenant, enfin pas maintenant parce que les données sont un tout petit peu plus anciennes, celles que nous avons utilisées, mais il y a une dizaine d'années, 75% des agriculteurs ont au moins un CAP, près de 50% ont au moins un bac agricole. C'est plus du tout, au point de vue formation, les mêmes. Et justement, et là, vous avez raison en termes d'ascension sociale ou de position sociale, ils ont nettement dépassé le niveau d'éducation des ouvriers. Donc on doit maintenant, si on regarde en termes d'éducation, les situer disons plutôt au fond, ils font partie maintenant des artisans comme type ou des petits et moyens commerçants. Alors en même temps, c'est bien sûr un monde très varié, vous le savez mieux que moi. Hervé Lebras, c'est ce qui vous fait dire, et ce sera la dernière question de cette première séquence, est-ce que le principal handicap des agriculteurs, ça n'est pas leur réussite? Absolument, c'est ce que je dis en conclusion, parce que cette réussite a fait que, là j'ai abordé que la question sociale ou la question démographique, mais bien sûr la question de l'organisation même de la production a fait que, et on a des cartes dans le livre, bien sûr, leur nombre et leur proportion dans la population a diminué dans des proportions absolument énormes. On date souvent l'exode rural des années 30 ou du début du XXe siècle. Le vrai exode rural, c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que les campagnes, que les agriculteurs en nombre diminuent à cause de leur réussite technique, de leur réussite en termes d'entrepreneurs d'une certaine manière. Mais du coup, ils sont beaucoup moins nombreux quand vous réussissez. Et du coup, alors qu'ils représentaient au fond une sorte d'élite démocratique, qui n'était pas une élite du point de vue de la richesse, de la fortune, des revenus, mais ils tenaient beaucoup de mairies, par exemple, et beaucoup de postes de politique au niveau local. Une grande légitimité. Oui, mais maintenant, non seulement ils sont concurrencés par des cadres qui s'installent de plus en plus nombreux dans les zones les plus rurales. Quand on regarde les petites communes, moins de 1000 habitants, il y avait moins d'1% de cadres il y a 50 ans, il y a maintenant 9% de cadres et professions libérales, donc qui sont plus nombreuses maintenant que les agriculteurs. Donc leur réussite s'est soldée par une perte de pouvoir politique assez nette. Il reste de beaux bastions, mais je pense que c'est ressenti très durement. Merci Hervé Lebras pour cette introduction. Nous nous tournons maintenant vers Dijon et Bertrand Schmitt, et nous glissons, mais nous y étions déjà, vers l'économie. Bertrand Schmitt, cette crise
n'a-t-elle pas rappelé, si besoin en était, que l'approvisionnement alimentaire en temps et en quantité s'appuie sur une agriculture présente sur tout le territoire? Effectivement, il a fallu, dans des temps assez records, réorganiser, j'imagine, l'ensemble des circuits de distribution, à la fois en substituant une partie par le local, mais chacun sait que l'agriculture locale peut aider et couvrir une partie de l'alimentation des villes, mais il y a toujours besoin de transport à distance pour un certain nombre d'autres productions que les productions locales. Et pour ça, il a fallu à la fois maintenir la production, maintenir la transformation et maintenir l'ensemble du transport et de la distribution. La question que je poserai à l'économiste, les circuits courts dont on parle beaucoup, est-ce une tendance du moment et faut-il être prudent, comme nous y incite sur d'autres points Hervé, ou est-ce selon vous une tendance lourde pour les 20-25 ans à venir? C'est une tendance qu'on observe depuis déjà une vingtaine d'années, qui augmente progressivement, mais il ne faut pas se leurrer non plus. C'est une tendance qui ne satisfera pas à 100% des besoins de l'ensemble de la population. Elle est actuellement portée par une certaine coexistence locale entre les agriculteurs et les populations installées aujourd'hui dans le périurbain et dans le rural. C'est un des éléments assez forts qui ressort de l'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure. Et il faut rappeler quand même que 60% des actifs agricoles vivent aujourd'hui dans les territoires périurbains, là où vivent 15 millions d'habitants. Ceci dit, donc, ça peut permettre, ça offre des opportunités aux agriculteurs pour améliorer ou accroître leur vente directe ou la fourniture d'autres types de services que les seuls biens alimentaires, mais on n'arrivera jamais à couvrir l'ensemble des besoins d'une population comme Paris, par exemple, avec uniquement une agriculture locale. Nous vivons dans les paradoxes, Bertrand, à un moment où on voit les agriculteurs peut-être disparaître du champ politique, comme le disait Hervé, d'une légitimité parce que la démographie a fait qu'ils sont moins représentatifs. Est-ce qu'on n'oublie pas leur influence sur les territoires et dans le développement local et très directement leur rôle pour maintenir ce tissu sur lequel vous êtes un spécialiste, ce tissu de développement local? Alors, c'est vrai qu'on est dans une période assez paradoxale où ils pèsent très peu. Globalement, dans les territoires périurbains, ils pèsent à peu près 7% de l'ensemble des actifs. Et dans les territoires un peu plus éloignés, qui sont hors du périurbain, ils pèsent jusqu'à 15% de l'ensemble des emplois. Donc, ils sont très minoritaires dans les emplois dans lesquels ils exercent leur activité, mais ils ont, notamment grâce à l'agroalimentaire et à l'agrofourniture, un vrai rôle d'entraînement de l'ensemble des économies locales. Et puis le deuxième point sur lequel ils ont un rôle central, c'est en termes d'occupation de l'espace et en termes de gestion de l'ensemble du foncier. Alors ça, c'est un point crucial puisqu'ils sont responsables en fait de la structuration des paysages, mais ils peuvent se confronter directement avec l'arrivée de nouvelles populations qui ont des besoins assez différents. Donc là, il peut y avoir un certain nombre de tensions entre agriculteurs et populations néo-rurales, même si je n'aime pas beaucoup ce terme-là. Donc ils ont des responsabilités très fortes en termes de maintien du paysage et de maintien de l'ensemble de l'environnement. Je pense que c'est ça un des points cruciaux de l'avenir pour eux, avec ou sans Covid, j'allais dire. Dernière question rapide et sans doute beaucoup trop large pour le chercheur. En ce 7 juillet, sur le plan économique, vous nous dites quoi de la situation de l'agriculture? C'est une question difficile parce que on sent bien que sur l'ensemble des activités économiques, il y a une pression très forte liée à la crise. Je pense que la demande en matière alimentaire peut évoluer, mais qu'elle restera toujours très forte. Et je pense que c'est une vraie opportunité de redéveloppement d'un certain nombre de secteurs agricoles sur lesquels, je pense, Philippe Tillous-Bord notamment pourra revenir tout à l'heure. Si on raisonne sur des questions de type autonomie ou indépendance stratégique de la France ou de l'Europe. Bien, merci Bertrand. Nous essaierons de revenir vers vous, même si le temps tourne. Merci de cet échange. Philippe Tillous-Borne, nous allons passer la vitesse supérieure
sur un autre registre dans le débat. Première des questions, mais qui fait le lien avec celle que je viens de poser la dernière à Bertrand Schmitt. Cette pandémie et ses conséquences impactent-elles directement ce secteur des marchés que vous connaissez bien, la grande famille agricole, le monde de la production agricole? D'abord, lorsque on parle de production agricole, agriculture, on est tout de suite au niveau de l'alimentation, hein, c'est ce que l'on sous-entend. Et je pense que la première remarque que l'on peut faire, réflexion, c'est que pendant cette crise sanitaire, les Français n'ont pas manqué d'alimentation, ce qui est donc une preuve de la forte réponse de notre agriculture et la résistance qu'elle a pu apporter malgré les difficultés que la chaîne valeur alimentaire a rencontrées, parce que c'est la production agricole, mais c'est la production depuis la fourche, comme on dit, jusqu'à la fourchette, et qu'il y a de la transformation, on l'a mentionné tout à l'heure, il y a du transport, beaucoup de choses, et que ceci a résisté, même s'il est apparu quand même un certain nombre de fragilités, aussi bien sur la chaîne de transport elle-même lorsqu'il a fallu approvisionner la distribution ou, je dirais, la population elle-même, mais c'est resté très marginal. Fragilité aussi lorsqu'il y a eu, compte tenu de la fermeture de la plupart de la RHF, des productions qui étaient dédiées et elle s'est écroulée. Donc ça a créé quand même pas mal de troubles dans toutes ces chaînes-là. Et puis je pense qu'il faut aussi mentionner, c'est l'aspect, je dirais, de toute la main-d'œuvre qui est très importante. Cette main-d'œuvre, comme on l'appelle, saisonnière, qui n'a pas toujours été au rendez-vous, malgré, je dirais, la bonne volonté, il faut le souligner, de bon nombre de Français qui ont voulu répondre présent, mais ce n'est pas si facile que ça que de faire pendant plusieurs semaines de suite du 12 heures par jour, hein. Donc ça a affecté beaucoup de choses, mais malgré tout, ça a bien résisté, et ce qui veut dire qu'on a quelque chose de puissant au niveau de notre agriculture, et ça, je dirais, les Français devraient en être fiers, et c'est grâce à beaucoup d'organisations, beaucoup de politiques agricoles, sur lesquelles on reviendra sans doute, qu'on a pu répondre à tout cela. Alors, moi aussi, je dois dire, puisqu'on parle marché, il y a un autre point que je veux signaler, qui a déjà été mentionné par Bertrand Schmitt, ça a été quand même la continuité de la demande locale, du local. C'est-à-dire, on sait bien que depuis déjà un certain nombre d'années, par le souhait des consommateurs d'en savoir plus sur l'origine de leurs produits, tout ce qui est magasin de producteurs, réseau de magasins de producteurs, distribution même des producteurs chez le consommateur lui-même, qui s'est un peu inventé pendant toute cette période du confinement. Tout ça, c'est quelque chose qui, de mon point de vue, est accéléré maintenant. Philippe, nous voilà, c'est des points quand même très forts, mais il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi à répondre aux marchés mondiaux, et aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, et ça c'est tout un thème en soi. Nous parlions de métamorphose en la resituant dans le temps. Nous sommes également là pour évoquer les transitions agricoles. N'avez-vous pas, en quelques mots, excusez-moi parce que l'heure tourne déjà, n'avez-vous pas l'impression que ces transitions agricoles ne sont pas forcément perçues à leur juste niveau par la société? Oui, ça, je réponds vraiment oui, parce que la transition agricole, elle est déjà vraiment en marche. Je me réfère à ce qu'a dit tout à l'heure également, là c'était Hervé Lebras, sur les métamorphoses qu'ont déjà rencontrées la population agricole, les agriculteurs, qui sont des personnes en moins grand nombre, bien sûr, ça on peut le reconnaître, mais beaucoup plus formés, et qui ont anticipé déjà énormément sur un certain nombre de points clés
sans doute aussi une réponse au changement climatique, mais également ils ont compris que le sol était un outil de grande valeur, qu'il fallait préserver les sols et faire en sorte qu'on enrichisse les sols en carbone. Ça, c'est devenu quelque chose qui a déjà été largement anticipé. Ça veut dire transformation des méthodes agronomiques. On revient d'ailleurs, de quelle manière à de la véritable agronomie. Donc ça, la formation qui a été soulignée par Hervé Lebras tout à l'heure de la population agricole en est une caractéristique. Ça veut dire que les agriculteurs aujourd'hui, bien formés, sont capables d'anticiper, de répondre aux enjeux de société, aux problèmes environnementaux. Par ailleurs, justement, ils ont aussi le souhait, parce que ce sont des chefs d'entreprise, de vouloir apporter de la valeur à leur production. Et ce sont des producteurs, bien sûr, mais on les voit aller au-delà, vouloir s'impliquer directement dans la valorisation de leur production. Ils le faisaient déjà dans le passé par leur coopérative, mais là, ils veulent être plus près de la transformation de leur production par des ateliers de producteurs, de transformation, par des magasins ou des réseaux de magasins de producteurs, par, je dirais, s'implanter, investir dans le renouvelable, la biométhanisation, ça se développe très très fortement. Donc tout ceci, c'est quelque chose qui est relativement récent et qui caractérise bien l'anticipation que les producteurs ont de cette transition agricole, la volonté qu'en tant que chefs d'entreprise, ils sont capables de porter leur agriculture au-delà de simplement produire, et une sensibilité forte, j'ai envie de dire, au challenge qu'ils ont par rapport aux défis du climat. C'est bien ça, Philippe, voilà. Le défi qui nous attend. Michel Ledru, vous qui en avez vécu des transitions, vous avez vécu des difficultés, mais vous avez vécu des évolutions qui sont en fait également des transitions. Est-ce que vous avez l'impression, même si on s'éloigne de la pandémie et de l'actualité et de ce qui ébranle notre société depuis 3 mois et demi, que la transition va s'accélérer, la transition agricole est en marche et que les regards convergent, parce que c'est notre sujet? Oui, je dirais que personnellement, j'ai plutôt connu des évolutions que des transitions. Je ne vais pas vous faire mon parcours, mais je suis passé de la conduite des chevaux dans la ferme de mon père au tracteur, etc. Donc, mais c'était des évolutions, et c'était des évolutions qui étaient agricoles. Nous n'avions pas à cette époque, je dirais, pratiquement pas d'influence extérieure. Hein? Voilà, la première partie que j'ai vécue dans ces années 50, 60, nous avions affaire, les consommateurs étaient quand même des générations qui avaient connu la guerre, qui avaient connu les privations, et dont l'important pour eux était d'avoir une assiette à peu près pleine et à peu près tout le temps. Hein? Et notre problème dans une France déficitaire a donc été de développer notre agriculture, ce qui, à mon avis, s'est fait quand même de façon rapide, même si en agriculture le temps est toujours un peu plus long. Mais quand on regarde les évolutions, on a évoqué tout à l'heure le nombre des agriculteurs, etc., on a eu quand même toutes ces évolutions de façon importante. Aujourd'hui, je pense que le mot transition convient déjà depuis quelques années, mais va encore convenir davantage à ce que je pense que l'agriculture va connaître. Parce que la transition, c'est également ce qu'Hervé Lebras nous disait, le positionnement des agriculteurs dans la société. Exactement. C'est-à-dire que nous ne sommes plus une catégorie qui vit pour elle ou qui a des objectifs qu'elle se fixe. Nous sommes des membres d'une société de plus en plus demanderesse, hein, d'un certain nombre que les questions sur le plan de l'alimentation soient l'aspect sanitaire, enfin, et tout ça. Donc je pense que ça c'est important. Et tout à l'heure vous posiez
la question, par exemple, qui est très mode, un petit peu des circuits courts. Alors, il est évident, qu'est-ce qui s'est passé au début du confinement? Vous vendiez bien du lait à vos voisins auparavant? Pardon? Mes parents vendaient du lait. Ah d'accord. C'était bien déjà le circuit court. Oui, mais nous sommes passés, c'est vrai que vous avez raison, la vente à la ferme, le beurre que mes parents portaient au marché, hein, c'est une époque qui a complètement disparu, puisque nous avons après livré dans les coopératives ou dans les sociétés. Et on y reviendra tout à l'heure probablement, parce que j'ai connu l'époque où on faisait la promotion des produits normands. Cette époque a disparu, parce que la dimension des entreprises, bien, elle dépassait le cadre de notre région normande. Donc, nous ne pouvions même plus, voyez-vous, où on en était, faire la promotion d'un produit de nos territoires. C'était les marques, hein, les promotions, etc. Tout le monde connaît bien ce système. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup parlé des circuits courts. La première réaction a été, lors du confinement, si on reprend un peu le confinement, la première réaction, ça a été la ruée vers la grande distribution, parce qu'il y avait tout au départ. Et au contraire, nos gens qui faisaient des circuits courts ont été pénalisés, parce que on n'allait plus dans la ferme acheter un produit, les transports ne se faisaient plus bien, et puis après, chacun s'est rendu compte que tout compte fait, cette production de proximité, c'était elle qui pouvait assurer davantage la sécurité. Hein? Alors, votre question était très bonne tout à l'heure. Tendance ou confirmation d'un état de fait? Nous y reviendrons, Michel Dru, on est obligé d'enchaîner avec le temps. Patrice Joly, vous êtes entre deux agriculteurs et vous n'êtes pas agriculteur, mais vous êtes un rural convaincu. Qu'est-ce que vous en dites de ces transitions, de cette période et de ces transitions vues d'un non-agriculteur sur l'agriculture? Je ne vous dirais pas comme certains comment justifier. Mes grands-parents étaient agriculteurs. Parce qu'effectivement, ce que vous disiez, c'est ce que dit Hervé Lebras. Lorsque les grands-parents étaient agriculteurs, ça n'a absolument plus rien à voir. Et je trouve que ça ne veut pas dire qu'on connaît vraiment le sujet. Moi, je regarde effectivement les agriculteurs sur le territoire dans lequel ils sont. Et je dois dire que ce que l'on a vécu là, à mon avis, participe en fait ou renforce l'insécurité dans laquelle nous pouvons tous être dans nos activités, dans les représentations de ce qu'on attend de nous et de ce que nous sommes réellement. Je veux dire qu'on soit agriculteur, qu'on soit élu, artisan ou autre. Qu'est-ce qu'on attend de l'agriculture aujourd'hui pour notre pays et par rapport à nos territoires? C'est ça la vraie question, et la question s'était posée de la même manière avec les difficultés qu'on peut avoir sur nos territoires ruraux, avoir des médecins, parce que nous avions toujours en tête le médecin de campagne disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c'est terminé. Ça nous a emmené dans l'impasse, cette représentation, aussi cette attente qui ne correspondait pas à la réalité. Et là, on est un peu... C'est exactement la même chose que l'on trouve aujourd'hui en agriculture en particulier. Bien évidemment, aujourd'hui, les agriculteurs sont confrontés à une évolution de la demande de la société, la prise en compte, bien évidemment, d'une alimentation en quantité, ça a été évoqué. Est-ce que vous sentez ces regards convergents entre agriculteurs et reste de la société? C'est le thème mais pas divergent non plus. Ce qu'il faut, c'est qu'on accepte les uns et les autres, se dire nous sommes questionnés par le regard que l'on a vis-à-vis de chacun d'entre nous. Et ça peut être aussi très riche, c'est une très belle aventure, c'est reconstruire en quelque sorte la société de demain. Nous sommes d'une certaine manière à une forme de renaissance dans cette période. Et l'attente que la société a pour les agriculteurs, c'est à la fois une alimentation à un prix qui est acceptable, au regard aussi d'une partie de la population qui est en voie de paupérisation, en particulier sur les territoires ruraux les moins denses, ceux en particulier de la diagonale du Vic qu'évoquait Hervé Lebras, et c'est un vrai sujet, cette paupérisation de ces populations. Une agriculture qui prenne en compte les enjeux environnementaux, qui participe également à la neutralisation des effets sur le climat, qui sache aussi, et on a vu ce qu'apportait l'agriculture, parce qu'on vit dans les espaces agricoles, on ne vit pas dans les espaces boisés, ce qu'apportait également
ces aménités que sont les grands espaces. C'est-à-dire l'espace, mais aussi les grands espaces. C'est-à-dire de pouvoir porter son regard, pouvoir avoir le sentiment de respirer largement dans une période où le confinement, au contraire, le contraignait un peu. Et il y a cette attente par rapport aux agriculteurs. Alors, la grande difficulté, c'est d'être en capacité à se questionner sur son rôle lorsque l'on a, au cours de ces dernières années, suivi une voie qui était une voie, comme le disait Hervé Lebras, qui a permis une augmentation des niveaux de vie des agriculteurs de manière assez incroyable. Aujourd'hui, avec une stagnation qui est quand même réelle. Donc, comment se questionner quand ce que nous avons fait jusque-là était plutôt positif pour la population agricole? Et c'est quoi l'agriculture de demain? Comment on se projette dans une agriculture aussi qui est fortement structurée, organisée? Et ça veut dire que quand on veut faire bouger les choses, il faut faire bouger toute la filière. Et on voit que tout ça est lourd, avec éventuellement des compétitions entre acteurs qui sont différentes, des logiques strictement privées qui imposent d'une certaine manière la manière de faire à des coopératives qui doivent se réquestionner. On le voit par exemple aujourd'hui sur la situation d'un certain nombre d'abattoirs de petites dimensions qui peinent à être dans la compétition économique, mais qui sont indispensables aussi pour pouvoir développer les circuits courts qui correspondent à une attente. Le dernier point là-dessus que je voudrais dire, c'est que ma grande crainte, c'est que passer cette crise, et parce qu'il y a urgence économique de rétablir les choses, c'est qu'on, à la fois responsable agricole, politique et autres, etc., on fasse ce qu'on en a l'habitude de faire et parce que l'urgence nous l'impose. Et là, ce serait assez dommageable parce que nous avons en responsabilité de construire la société de demain. Bonjour Benoît Jules, merci de nous avoir rejoints pour ce thème des ruralités d'après au regard des transitions agricoles. Vous êtes éleveur dans le Cantal, vous avez eu de nombreuses responsabilités et vous en avez toujours dans le domaine professionnel, mais vous avez été président des régionales des JA, vous êtes un coopérateur, vous êtes donc un éleveur de porc. On va peut-être un peu quitter les filières aujourd'hui dans ce débat. Dans l'actualité de ce début de mois de juillet, quel regard vous portez sur la situation de l'agriculture dans cette période de déconfinement et d'après-pandémie? Alors pour ma part, je pense que l'agriculture est tout à fait au centre des débats actuels, que les malheureux événements du début d'année ont focalisé l'attention également sur ce milieu qui est à même d'apporter un certain nombre de réponses aujourd'hui. Il amène aussi un certain nombre de questionnements sur le sens qu'on lui donne, sur le sens qu'il a dans notre société. Et je crois qu'aujourd'hui, finalement, il a attiré une attention qui était nécessaire sur lui, le milieu agricole. Et nous avons à saisir cette opportunité pour nous rapprocher de la société qui nous entoure. C'est ça, vous nous dites que paradoxalement, il y a une crise qui a été anxiogène pour tout le monde, mais elle permet sur votre profession, sur le travail et la mutation des agriculteurs, de jeter un regard et d'en voir tous les côtés, je dirais, positifs sur le plan des productions, de la qualité des productions dans les territoires, peut-être même des circuits courts, même s'il ne faut pas opposer circuits courts et grandes coopératives. C'est cela que vous nous dites. Oui, je pense que ça a attiré l'attention du citoyen, du consommateur et de tout un chacun sur un milieu qui est finalement un peu marginalisé et un peu méconnu, et a attiré l'attention à la fois sur ce qu'il y avait de positif et de moins positif sur ce métier. Et pour moi, jeter peut-être les bases ou en tout cas ouvert un champ de discussion possible pour bâtir un avenir commun et peut-être envisager des transitions portées à la fois par le monde agricole et voulues aussi par le monde agricole et portées et assumées par la société. On a l'impression que les agriculteurs, c'est pas l'impression, c'est même une certitude que l'agriculture et les agriculteurs sont engagés dans les transitions, mais que ça ne se sait pas forcément. Oui, je crois. Moi, je considère que c'est un milieu qui a sans cesse évolué, qui s'est toujours adapté à son milieu, aux écosystèmes dans lesquels il existe, dans lesquels il vit, à son milieu économique, à son milieu socio-culturel. Et à ce titre-là, les transitions agricoles, c'est un phénomène permanent. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ces transitions, elles nécessitent d'être accélérées. Peut-être, je ne saurais pas le préciser. Ce qu'il y a sûr, c'est que pour moi, ce monde est en transition permanente.
et que nous avons aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, besoin de partager ces transitions et les enjeux autour de ces transitions plus largement que ce qu'on a pu faire dans les temps qui sont derrière nous. Quand on est agriculteur éleveur dans le Massif central, une région reconnue pour son agriculture, là aussi, paradoxalement, n'avez-vous pas l'impression que les agriculteurs sont moins au centre des territoires, moins au centre de la société qu'auparavant? Peut-être que ma génération, du coup, n'a pas connu ce temps auparavant. Finalement, j'ai connu qu'une agriculture qui représentait qu'une petite marge de la population. Alors, je n'ai pas envie de la réduire à une part marginale. Je crois qu'elle a tout à fait sa place. Je vis dans un territoire aujourd'hui où l'agriculture est reconnue en tant que telle. Peut-être parce que mon territoire est particulièrement rural, mais je crois aujourd'hui qu'elle est bien au centre des enjeux. Et d'ailleurs, en témoigne finalement le nombre, la quantité des attentes exprimées autour de l'agriculture, autour de l'alimentation, et qui sont extrêmement nombreuses aujourd'hui pour considérer que clairement ce métier et cette profession est tout à fait au centre des débats, même si elle ne représente qu'une part marginale de la population. Pour qu'elles réussissent, les transitions agricoles méritent un double pas, celui que vous, agriculteurs, vous êtes en train de faire, mais celui aussi que la société doit faire, et je dirais peut-être même un triple pas, avec des moyens financiers. À l'heure où l'on négocie, où l'on va renégocier les budgets européens, à l'heure où l'Organisation mondiale va se pencher sur le dossier, il y a bien également la question des budgets pour réussir ces transitions. Oui, tout à fait. Enfin, n'importe quel métier, dès lors qu'on entre dans un phénomène de transition, cela nécessite parfois de l'accompagnement technique, de l'accompagnement humain, de l'accompagnement financier, parce qu'il peut y avoir parfois de l'investissement, et des fois de l'investissement en ingénierie, des fois plus largement. Et oui, je suis convaincu que nous avons besoin d'allouer des fonds à ce genre de mouvement. Et que l'agriculture doit en être destinataire. Eh bien, merci Benoît Jules pour avoir répondu avec précision et clarté à nos questions. Messieurs, je vais vous demander de vous exprimer sur le territoire et je vais commencer par Hervé. Ça pourrait d'ailleurs être une forme de question à nos intervenants. Là aussi, on ne va pas faire de prospective, mais le territoire a été beaucoup plébiscité. Est-ce qu'aujourd'hui, on est face à des territoires qui peuvent être un lieu de résilience et un lieu de positionnement des agriculteurs de façon différente avec la société? Est-ce qu'on sent les choses bouger? Oui, je crois que ce qui a été dit, on voit bien que le territoire a été un lieu de résilience face à l'épidémie, mais peut-être aussi ce qui me frappe, il y a une modernité du territoire et des agriculteurs qui est au fond dans la question du risque. Si on regarde les différentes professions, c'est une des professions qui fait face au plus de risques. C'est le risque climatique, que ce soit le changement climatique dans son ensemble, ou que ce soit simplement qu'il y a de la grêle, enfin vous connaissez ça mieux que moi. Le risque économique aussi, quand on voit qu'à partir d'à peu près il y a une vingtaine d'années, les cours des produits agricoles qui évoluaient dans un couloir se sont mis à faire des bonds du simple au double. Vous vous souvenez que ça a été le cas pour le blé dans les années, je crois, 90, 94, enfin par là, à partir du moment où on a pu aller traiter sur des marchés à terme. Donc c'est peut-être, parmi toutes les professions, c'est peut-être la profession qui a le plus à faire au risque. Et ce que je trouve important est que le Covid a fait apparaître un risque, mais cette fois-là tout à fait différent pour les médecins, pour le personnel sanitaire. Et donc, on va être obligé dans les années à venir de reconsidérer ceux qui ont à faire face au risque. Et après tout aussi, tout ce qui est dit à propos de l'entreprise, au fond qu'on perçoit comme portant sur l'industrie, s'applique parfaitement à la question des agriculteurs, c'est-à-dire c'est vraiment des modèles de preneurs de risques. Et je pense que c'est une piste qu'il va falloir exploiter et peut-être pousser pour le monde agricole.
Michel Ledru, est-ce que la transition agricole de demain, ce n'est pas le passage des exploitations agricoles ancienne période, celle de votre enfance ou de votre activité, au territoire, c'est-à-dire vraiment une nouvelle connexion plus forte? Oui, c'est vrai que, je l'évoquais tout à l'heure, la notion de territoire dans nos produits avait été pratiquement perdue. Hein. Je prends un exemple que je connaissais plutôt bien, c'était le lait. Hein. Eh bien, la vente du lait en carton, eh bien, comment faisaient les entreprises? Ils ont fait du semi-écrémé, du totalement écrémé, du super lait, etc. Mais jamais le territoire. Et je pense qu'on pourrait revenir au territoire. Un des premiers exemples qui me vient, c'est le lait de montagne. Hein. Il y a maintenant, vous trouvez du lait de montagne, et je pense qu'on pourra trouver comme ça des produits qui auront une véritable origine territoriale. Hein, le territoire, le beurre breton, on s'en souvient plus, mais enfin, c'était une référence à une époque, parce que c'était le beurre salé. Bon, eh bien, je pense qu'à travers les territoires, on devrait pouvoir retrouver, je dirais, des marchés, pas seulement des niches, oui, mais peut-être même des marchés. Hein, j'évoquais tout à l'heure ma Normandie. Bon, c'est vrai que la Normandie avait son image. Alors tout ça, bien sûr, ça ne peut pas être simple quand même. Et si on n'en fait qu'une question d'image, ça ne durera pas longtemps. Il faut qu'il y ait derrière ces produits de territoire, de terroir, il faut qu'il y ait une réalité. Hein. Il ne faut pas oublier, ça vient d'être dit, il y a le climat, il y a le vivant. Les agriculteurs travaillent avec du vivant, que ce soit des plantes ou des animaux, c'est du vivant. Hein. Et c'est complexe de travailler avec le vivant. Merci Michel. Patrice Joly, question peut-être un peu provocante. N'a-t-on pas trop pensé les ruralités par activité et filière économique plus que par territoire? Manière de dire, si on l'aborde différemment, n'est-ce pas le territoire qui est la nouvelle exploitation? Il faut qu'on réorganise ou qu'on redéfinisse notre manière de penser. Et je rejoins ce que disait mon voisin, c'est-à-dire d'avoir une approche territoriale qui ne se substitue pas nécessairement à la logique de filière, mais en tout cas qui la nourrisse, qui la renforce. C'est fondamental, effectivement. Mais pour ce faire, comme le disait Hervé Lebras, il faudrait aussi que les agriculteurs réinvestissent les instances politiques locales. Moi, je suis très surpris. Quand j'étais président du département de la Nièvre, nous avions lancé des contrats territoriaux, c'est-à-dire penser le territoire globalement dans ses différents enjeux économiques, mais économiques, agricoles, artisanales, etc. Et souvent, le volet agricole faisait défaut, comme le volet éducation d'ailleurs, c'est assez surprenant. Et pour quelle raison, tout simplement? Parce que les gens s'expriment ailleurs, non? Non, mais exactement. Les agriculteurs ils sont moins nombreux, ils sont déjà engagés dans l'ensemble des instances, des organisations professionnelles qui sont nombreuses et dans lesquelles ils pensent effectivement être le plus utile. Mais ça veut dire par là qu'on avait une approche d'une certaine manière c'est particulier à le dire et voire paradoxal, une approche un peu extraterritoriale des enjeux agricoles sur les territoires. Et ça, c'est très dommageable. Il faut absolument que l'on réintègre dans la réflexion globale sur les territoires pour pouvoir aussi valoriser les productions agricoles. C'est fondamental de faire le lien entre un territoire et un produit. Mais effectivement, avec cette promotion, cette valorisation doit correspondre à une réalité dans les modalités de production, c'est-à-dire dans le sens que l'on donne, que l'on ajoute, l'expérience, parce que c'est comme, pour reprendre une formule un peu actuelle de communication, que l'on a lorsqu'on consomme tel ou tel produit qui doit être différencié par rapport à un autre. C'est aussi témoigner de la diversité. Moi, je crois beaucoup que pour les territoires ruraux, qu'il faut pouvoir cultiver leur diversité, sortir des standardisations. C'est comme ça qu'ils pourront se trouver une voie d'avenir. Ça me paraît fondamental. Philippe Kilousborn, des territoires qui sont nécessairement à prendre en compte avec des agriculteurs, parce qu'on parle de la métamorphose de l'agriculture, mais c'est celle des agriculteurs avec ce que vient de dire Patrice Joly, des agriculteurs qui doivent reprendre leur rôle de pivot et de force. De pivot et de force, vous voulez dire, dans leur rôle
essentiel dans leur territoire. Dans l'ensemble du territoire et dans la société de leur territoire. Alors, je partage tout à fait. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer l'agriculteur, chef d'entreprise, comme on l'a dit, devenu, avec sa pleine présence et activité dans les territoires, et je dirais l'agriculteur qui aussi fait partie d'une filière, filière céréales, filière oléoprotéagineuse, filière laitière. C'est vrai que il y a par rapport à notre population, nos citoyens, on l'a déjà dit, mais je le redis, une volonté à la fois de mieux connaître l'origine des produits, les produits de terroir, les produits issus du territoire, ça c'est la connaissance d'où ça vient, mais aussi les produits, il faut que ça circule quand même, il faut qu'on ait accès. Alors il y a une facilité évidemment de les vendre dans son territoire propre, mais c'est une valorisation à faire. Ça permet aussi de recourir à un modèle de vie entre le monde agricole, les agriculteurs du territoire et leurs concitoyens qui sont autour, et une manière donc d'inventer un nouveau modèle de vie entre eux. Et c'est de là, je dirais, que la convergence auquel vous avez fait allusion tout à l'heure sortira certainement gagnante. Et ça, c'est important, et c'est une manière aussi de retrouver un certain poids politique et économique dans le territoire. Mais je pense que notre agriculture, elle est aussi importante. Elle a des innovations très très fortes à sa portée, aussi bien sur le plan purement agronomique que sur le plan des techniques nouvelles d'agriculture de précision, et j'en passe. Et il faut aussi comprendre que sur le plan stratégique, nos territoires ne doivent pas s'arrêter non plus aux frontières de la France, aux frontières de l'Europe. On a des enjeux stratégiques au niveau mondial, ne serait-ce que le bassin méditerranéen, le sud du bassin méditerranéen, nos amis africains qui sont de l'autre côté, où il y a aussi des populations importantes. On a des modèles à partager, à co-construire aussi des politiques agricoles avec ce monde ami, et c'est tout à fait fondamental à la fois de partager un certain nombre de produits, de faire circuler les produits de qualité, mais aussi de répondre par des modèles adaptés au développement des filières en Afrique. On ne perd pas sa vocation. Ça, c'est tout à fait fondamental aussi, que notre territoire ne s'enferme pas. Notre territoire, il doit rester ouvert, et la population doit aussi être ouverte au reste du monde. Une réaction, Patrice Joly, sur le... Juste, moi je partage ce que dit Philippe Tillius-Bord, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs différents, qui ont des vocations différentes, donc nécessairement des organisations différentes, et c'est une réalité, il ne faut pas nécessairement les opposer, ça me paraît fondamental, et les circuits courts ne participeront qu'à une partie de la consommation de la production française, mais effectivement il faut essayer de la développer. Juste un mot quand même pour dire pourquoi jusqu'à maintenant dans les problématiques locales, parfois l'agriculture n'est pas prise en compte pour plusieurs raisons. Un, c'est un sujet particulièrement complexe. Je veux dire, depuis la politique agricole commune jusqu'à sa déclinaison la plus locale, l'organisation des filières que tout le monde n'appréhende pas nécessairement. Et le troisième sujet, c'est-à-dire une relation entre les représentants élus et les représentants sauvages, qui est une relation rude sur le plan de l'échange. Et il faut qu'on arrive à avoir des échanges un peu apaisés pour essayer de construire ensemble. Et donc ça passe par le dialogue. Il n'y a pas de vérité révélée, ni d'un côté ni de l'autre. C'est comment, effectivement, on construit l'agriculture ensemble de demain. Et je vois combien de fois je vois des élus hésiter à donner un point de vue sur une question agricole dans une réunion parce qu'ils se demandent si effectivement ça va être bien compris, bien entendu et accepté, a fortiori si parfois ça conteste de ce qui peut être des idées un peu classiques en quelque sorte. Et ça me paraît fondamental. Philippe Tillius-Bord, vous l'avez presque abordé tout à l'heure, pour réaliser ces transitions agricoles, il faut des moyens adaptés aux enjeux que vous nous avez
évoqué, c'est pas uniquement, mais c'est notamment la question de l'Europe. On parlait ces derniers mois d'un Green Deal. N'avons-nous pas l'impression qu'on est plus green que deal dans la co-construction? Il faut des moyens financiers pour réaliser tout ce qui a été abordé. Non, mais c'est quand même le débat de la négociation de la PAC. J'ai bien compris. Non, mais les sous-titres, vous les avez mis très clairement, mais je veux dire, il y a aussi besoin de financements locaux pour réussir cette transition qu'on a évoquée et pour permettre aux agriculteurs d'investir. Et nous agissons dans ce sens. Mais effectivement, le bras financier, moi je ne dis pas armé, de l'Europe, la PAC, doit suivre aussi. Et j'ai envie de dire, il a permis, depuis le début des années 60, de réaliser des choses formidables. On ne va pas revenir sur le passé, mais la situation de la production agricole début des années 60 et ce qu'elle est aujourd'hui, c'est pas comparable. Ça, c'est une réussite de la PAC. Il ne faut pas quand même se faire mal, c'est vraiment une réussite de la PAC. On a besoin de cette PAC aujourd'hui. Bon, c'est le Green Deal, parce que le Green Deal, pour évidemment toute une série de choses, mais également pour la politique agricole commune. Alors je pense que c'est fondamental que cette négociation ait lieu. Il y a déjà quelques lignes tracées dans les pré-papiers de la Commission. On voit bien que un point fondamental, je l'ai esquissé tout à l'heure, c'est tout ce qui tourne autour des sols, pour ce qui est de l'agriculture. L'élevage fait partie quand même de toute façon de ce modèle. Et donc, dans ce Green Deal, faudra que soient pris en compte effectivement les nouvelles orientations qui veulent être données, mais il faut les voir comme on ne fait pas de réforme, ça a été dit par Patrice tout à l'heure, sans le dialogue. Il faut du dialogue. Il faut permettre aux agriculteurs de se retrouver dans le trend qu'ils ont déjà amorcé aujourd'hui, dans cette évolution, révolution en marche au niveau de la conduite de leur exploitation. Ce qui veut dire que il faut effectivement, et accru, je dirais, cette nécessité par les sujets qui tournent autour du changement climatique, mais enrichir les sols en carbone, je dirais évidemment de cette manière-là, c'est une chose évidente, mais c'est mettre moins d'intrants. Et donc, ça veut dire cultiver autrement. Ça veut dire aussi, lorsque l'on investit aussi dans de l'énergie renouvelable, avoir la possibilité de recycler ses digestats si un agriculteur fait des biométhaniseurs. C'est un ensemble de conceptions nouvelles de son agriculture. Et ça, le Green Deal, il doit en tenir compte. Mais on voit bien que autant c'est nécessaire une politique agricole commune pour l'Europe, des moyens financiers, autant il faut aussi être conscient, et ça n'a pas été forcément le cas dans le passé, qu'il y a une nécessité, et on retombe sur les territoires, que l'application, la mise en œuvre soit beaucoup plus, je ne sais pas si on va employer décentralisé, mais soit beaucoup plus près de nos territoires et beaucoup plus près de nos bassins même versants. On rejoint ce que disait Hervé Lebrun. Ça, c'est un point clé. Voilà. Michel Ledru, quand on a connu les quotas, la PAC, les discussions, on ne va pas y revenir. Question directe, cette prochaine PAC, elle va et elle doit être plus verte? Oui. Bon, il est évident qu'on est loin de la PAC avec, je dirais, soit qui a aidé au prix des produits ou après qui a apporté des compensations, je dirais, les deux systèmes étant quelque peu aveugles. Aujourd'hui, je dirais que Bruxelles, l'Europe, veut apporter des choses beaucoup plus éclairées. Bon, alors effectivement, je ne suis plus agriculteur, mais je sens bien chez un certain nombre de nos agriculteurs une certaine appréhension par rapport à cette évolution de la PAC.
hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ces apports de la PAC, et notamment ces apports financiers, ont souvent permis à bon nombre d'exploitations, je dirais, de tenir leur équilibre financier. Bon, donc la PAC, c'est quelque chose d'excessivement important. Et deuxième élément que je raccorderai à ça, c'est les politiques d'export ou d'import. Ça a été dit, nous sommes un pays qui exporte, nous sommes aussi un pays qui importe. Or, les conditions sanitaires, l'utilisation de certains produits n'est pas la même partout à travers le monde. Et effectivement, pour que nos agriculteurs puissent tenir leur place, il faut qu'ils soient en état de concurrence loyale. Patrice Joly, vous êtes parlementaire national, mais vous avez un œil et plus qu'un œil sur ce qui se passe à l'échelle de l'Europe. Vous êtes confiant sur la co-construction de ces nouvelles orientations agricoles. Et pour nous ramener au cœur de notre débat, pensez-vous qu'elles favoriseront, à l'état actuel des négociations, les transitions agricoles chez nous, ce qui sera discuté à Bruxelles, Strasbourg ou ailleurs? J'ai le sentiment que tout est bousculé aujourd'hui dans les négociations européennes, donc on est un peu dans une nouvelle étape de ces négociations qui ne sont pas finalisées. J'étais plutôt inquiet des négociations passées, quels que soient les efforts fournis par le gouvernement, puisqu'on nous annonçait à échéance 2027 quelque chose comme 12% en termes de pouvoir d'achat de crédit en moins de l'Europe. Hein. Et avec, deuxième élément, une diminution des crédits du FEADER finançant les évolutions du territoire du milieu rural, on va dire, une diminution encore beaucoup plus importante de ces crédits. C'est très inquiétant, c'est-à-dire que compte tenu des contraintes sur le plan financier liées à la sortie du Royaume-Uni de l'Europe et compte tenu de nouvelles dépenses à prendre en compte en matière de sécurité, de recherche, etc., en fait, les politiques qui étaient impactées, c'est les deux politiques qui étaient celle d'aménagement du territoire et de développement local, on va dire ça comme ça, et celle de l'agriculture qui est impactée et qui irrigue nos territoires. Et donc, c'était très inquiétant. J'ai un peu le sentiment... Enfin, aujourd'hui, on rentre un peu dans une nouvelle phase de ces négociations. On sait que là, on ouvre un peu plus les vannes des crédits possibles d'une manière générale, hein, puisque dans la période 2021-2027, on devait être à 1200 milliards d'euros prévus, et là, on va atteindre pratiquement les 2000 milliards. Donc, les choses sont un peu possibles, mais dans un contexte où il va falloir soutenir l'ensemble des secteurs économiques, et en particulier l'agriculture. Alors moi j'aime beaucoup ceux qui portent cette idée qu'il faut travailler sur la relance à partir des territoires. C'est comme ça aussi que l'on peut essayer de reconstruire à l'occasion de cette crise un avenir différent pour notre pays. Moi je voudrais redire quand même une chose. Quand on pense à l'agriculture, quand on pense à la diversité des agricultures possibles sur la France, qui a ce plus bel, et on le dit souvent, ce plus bel espace rural en Europe, par à la fois sa surface, mais également par sa diversité, entre l'agriculture de montagne, de plaine, entre l'élevage, les céréales, etc. Enfin, c'est assez extraordinaire. Continuons à cultiver ce qui est notre richesse. C'est vrai qu'on est allé sur des logiques de volume dans l'après-guerre, et c'était une nécessité. Comme le disait mon voisin, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est continuer à être sur les volumes, mais en les qualifiant un peu plus, en les liant à des caractéristiques particulières de production diverses. Et c'est comme ça, à mon avis, que l'agriculture se trouvera un avenir dans des conditions qui soient conformes aux attentes de la société. C'est fondamental. Merci Patrice. Sans qu'il s'agisse d'une conclusion, nous allons donner en fin de séquence la parole à nos deux experts. Je vais commencer par Bertrand Schmitt. Merci de votre patience et désolé pour l'éloignement. Si on veut retenir dans ce débat très positif une idée qui, pour vous, une idée personnelle de votre part, fruit de vos travaux, qui vous permet d'envisager avec optimisme les transitions agricoles. Je sais que c'est encore large et compliqué en quelques phrases. Oui, je ne sais pas si c'est un sujet d'optimisme, mais c'est deux points qui m'ont marqué dans le débat tel qu'il vient d'avoir lieu. On centre beaucoup les préoccupations sur la transition agricole et c'est nécessaire. Je pense qu'il faut aussi envisager parallèlement ou en l'articulant les transitions alimentaires. Celles-ci sont absolument nécessaires pour des raisons, on le sait, tant sanitaires que climatiques.
Et je pense que la transition agricole doit aussi embarquer ces transitions alimentaires, qu'elles soient chez nous ou ailleurs sur la planète. La deuxième chose qui me frappe, c'est quand on met en avant beaucoup que ce soit les produits d'origine territoriale, enfin, l'origine territoriale des produits et derrière les signaux d'origine, ou qu'on mette en évidence ou en avant les circuits courts, il y a un élément dont on ne parle pas vraiment, c'est la pression sur les prix agricoles que ce type de production, ce type de différenciation va avoir quelque part. Et derrière les prix agricoles, c'est les prix alimentaires. Et donc, si on veut organiser aussi cette transition agricole-là et cette transition alimentaire-là, il va falloir aussi se préoccuper un petit peu de comment on gère des éventuelles pressions sur les prix alimentaires en même temps que l'on gère des budgets de ménages qui sont relativement resserrés. Merci Bertrand. Hervé Lebras, vous le dites, vous le répétez, vous n'êtes pas un spécialiste des questions agricoles, donc c'est à l'intellectuel, à l'homme qui a de la hauteur dans les sciences sociales que je m'adresse, et en posant la même question qu'à Bertrand. Qu'est-ce que vous voyez de positif qui peut vous permettre d'envisager sur un plan positif ces transitions agricoles? Non, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments positifs qui ont été signalés. Ils vont aussi, bien sûr, dépendre de conditions de l'Europe, de conditions politiques. Mais il me semble, une chose au fond qui m'a frappé au cours de la discussion, c'est ce qui m'apparaît comme peut-être une contradiction d'une certaine manière. C'est d'un côté une volonté des circuits courts, et puis de l'autre côté une volonté de produits territoriaux. Mais au fond, les produits territoriaux, par exemple, si je prends du Roquefort, mettons du Roquefort Karl, voilà. Mais ce Roquefort Karl, il est intéressant s'il est vendu très largement. Il y a assez peu. Autrement dit, vous voyez bien, lui, il ne relèvera pas des circuits courts. Donc, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui m'apparaît assez compliquée, parce que je suis assez optimiste sur la question de la marque et de la qualité. On voit apparaître dans tous les domaines, ça a commencé après tout, je cite le fromage, ça fait quand même très longtemps. Vous vous souvenez que De Gaulle disait il y a 365 formes de fromage en France, plus une l'UNESCO. Mais bon, c'est une blague. Mais le vin aussi. Et de plus en plus, la viande de plus en plus devient, par exemple, la viande de bœuf, de salaire, etc. Donc, je pense qu'on peut être très optimiste, mais vous voyez qu'il y a une petite contradiction avec la question des circuits courts. Ces produits-là peuvent, bien sûr, au fond, enrichir localement ceux qui les produisent, mais il faut qu'ils aient une distribution qui soit très large. Carvé a fait quand même une petite promotion pour le CES. Permettez-moi d'évoquer le charolais. Mais c'est une belle conclusion d'Hervé Lebras que nous allons conserver. Il n'y aura pas de modèle unique, mais une combinaison de plusieurs systèmes. Voilà. Donc on peut remercier tous les internautes qui nous ont suivis, et nous avons débordé, mais fort agréablement compte tenu de la richesse des propos. Merci messieurs de votre participation. Nous vous rappelons qu'à l'initiative de Soleil Civilisation de la Fondation Avril, avec le concours de Nouvelles Ruralités, le colloque est organisé le 15 octobre. Vous pourrez bien évidemment le suivre. On ne peut pas vous donner les conditions en direct dans la salle, mais vous pourrez le suivre avec les moyens techniques numériques pendant toute une journée qui permettront d'aller peut-être pas plus loin, parce qu'on est déjà allé plus loin, mais de multiplier les exemples et de continuer à réfléchir et à bâtir ce monde demain des transitions agricoles. Merci de votre attention.